Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. On se trouve aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Bruxelles avec une invitée de prestige, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment été ministre des Droits des Femmes, ministre de l'Éducation nationale en France. Vous êtes présidente de l'association France Terre d'Asile. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre intitulé « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas » aux éditions Stock. Alors ce livre, vous l'avez coécrit avec l'économiste Benjamin Michalet, spécialiste des déplacements forcés et juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Alors c'est important de le mentionner car évidemment c'est votre co-auteur, mais aussi parce que le livre, vous l'avez envisagé comme une manière de replacer des faits, des chiffres sur la migration et sortir des préjugés, des idées reçues, des fantasmes autour de la migration. C'était ça l'objectif ? Oui, c'est ça, c'est une espèce de regard croisé entre un chercheur, un économiste, quelqu'un qui manie les chiffres, les investigations scientifiques, et en ma personne, à la fois une présidente d'association, donc finalement quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, certes qui fait du plaidoyer pour le droit d'asile, mais surtout qui, c'est le cas de France Terre d'Asile, est une structure qui héberge, accompagne juridiquement, socialement les demandeurs d'asile en France. Donc vraiment, on est un grand opérateur. Et ma casquette aussi politique, par définition, ayant exercé des responsabilités politiques, continuant à contribuer au débat public. Regard croisé, c'est une façon de dire, en fait, il y a bel et bien une voie pour qu'on s'entende sur une réalité commune, basée sur des faits, des chiffres, des données, et pas juste des impressions et des fantasmes, sur un sujet, les questions migratoires, et notamment le droit d'asile, qui est si souvent remis en question aujourd'hui, qui est vraiment pris dans des turbulences du temps, et ce depuis plus d'une décennie, je crois, l'acmé ayant sans doute été l'arrivée en nombre des demandeurs d'asile syriens en Europe, il y a de cela une dizaine d'années, avec finalement beaucoup d'acteurs politiques qui, à ce moment-là, ont vu renifler en quelque sorte la rentabilité de l'hostilité à l'égard des demandeurs d'asile, des réfugiés et donc des migrants de façon plus générale, et qui en ont fait leur fonds de commerce. Et le problème, c'est que ce fonds de commerce de l'hostilité à l'égard des autres, en quelque sorte, il n'est plus restreint aux familles d'extrême droite ou de droite extrême, il s'est étendu parce que de fait, ce discours-là, cet outil-là est tellement rentable, tellement confortable, y compris pour détourner l'attention des citoyens de l'incurie à agir sur tous les autres sujets. Alors c'est très facile, pour ce faire, on leur dit « Ah tiens, regardez, un migrant, un demandeur d'asile, etc. » Et c'est avec ça qu'il nous faut rompre aujourd'hui, parce que tout ça ne crée que du malheur, et c'est ce que nous décrivons dans le livre. Mais ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une forme de déshumanisation. C'est vrai que vous citez dans le livre ces migrants, ces canoës avec toute une série de migrants en mer Méditerranée, où finalement on ne voit pas les visages, où le migrant devient une espèce d'une chose déshumanisée. Absolument, et surtout très extérieure à nous, qui n'aurait rien à voir avec notre commune humanité en quelque sorte. En fait, il y a plusieurs choses qui nous ont frappés avec Benjamin Michalet, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est que si on s'intéresse de près aux discours portés donc, par ces hostiles, mais malheureusement qui sont de plus en plus nombreux pour les raisons que je viens d'expliquer, en réalité, ils font exprès de confondre migration et réfugiés ou demandeurs d'asile. Et donc, ils nous servent en permanence des chiffres très élevés en faisant croire à l'opinion publique que ces chiffres très élevés de nouveaux arrivants sur nos territoires respectifs sont constitués pour l'essentiel, voire pour la totalité de demandeurs d'asile. Ce qui est complètement faux. Si on prend les chiffres des nouveaux arrivants chez nous, par exemple, je prends la France, les nouveaux migrants chez nous chaque année, en fait, la population la plus importante parmi eux, c'est celle des étudiants étrangers. C'est pas des demandeurs d'asile sur un canoë sur le point de faire naufrage.
Ensuite, après les étudiants étrangers, ça va être, par exemple, les questions de migration économique, c'est-à-dire des gens qui viennent pour occuper des emplois qui les attendent là, pour être médecin à l'hôpital, pour être chercheur dans une université, etc. C'est ça, en fait. Et finalement, les demandeurs d'asile, ils arrivent tout en bas de l'échelle, ils représentent à peine 12 à 15% en fonction des années, là où les étudiants étrangers, par exemple, étaient à 30%. Bon, et donc, finalement, c'est mentir aux gens, c'est manipuler l'opinion que de laisser croire que les grands chiffres, les 300 000 personnes nouvellement arrivées chaque année, etc., seraient pour l'essentiel des gens dans des canoës et qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter. C'est pas vrai. L'immense partie de la migration qui nous arrive chaque année, d'abord, il faut que les citoyens sachent que les pouvoirs publics peuvent tout à fait la réguler, parce que les étudiants étrangers, la migration économique, ils peuvent tout à fait dire en ce moment, nous avons moins besoin de main-d'œuvre, en ce moment, nous en avons plus besoin, les étudiants, plus. Donc, on peut tout à fait réguler. Il faut arrêter avec l'idée qu'on ne pourrait plus rien maîtriser. Et s'agissant des demandeurs d'asile, où en effet, des grands principes, la Convention de Genève, le droit international, mais aussi notre histoire nous impose d'instruire la demande de ces demandeurs d'asile pour accepter ou pas d'en faire des réfugiés, eh bien, ils représentent en réalité un tout petit nombre. Donc, il faut revenir à la raison, s'éloigner des fantasmes qui circulent et qui veulent juste alimenter la théorie du grand remplacement et regarder concrètement et se dire, en fait, pendant qu'on confond tout, on est en train à la fois de détricoter le droit d'asile qui est quand même un héritage tellement précieux, qui nous vient tout de même de très loin dans le passé, et singulièrement s'agissant de la Convention de Genève, elle nous vient en fait de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des Juifs fuyaient l'Allemagne et le sort qui leur était réservé dans ce pays-là, et frappaient aux portes des pays voisins, les portes qui sont restées fermées, et leur destin qui s'est terminé dans un camp d'extermination. Donc, c'est comme ça que la Convention de Genève a été adoptée quelques années plus tard. C'est pour dire plus jamais ça. On ne laisse pas des gens qui sont sujets à des persécutions sans aucune solution. Donc, ces dernières années, à quoi on a assisté ? Un détricotage progressif de toutes ces garanties autour du droit d'asile. On y reviendra peut-être. Et en même temps, s'agissant de la partie de la migration qu'on va qualifier de volontaire, étudiants, migration de travail, etc., finalement, à une totale perte d'ambition. Mais ce n'est pas le moment de perdre de l'ambition sur ces sujets-là, dans des sociétés qui sont vieillissantes comme les sociétés européennes, avec des grands équilibres économiques, sociaux, etc., où, par exemple, si je prends la France, les gens sont dans la rue pour dire on ne veut pas que vous repoussiez l'âge de la retraite. Mais oui, dans ce cas-là, on a besoin d'actifs pour assurer l'équilibre du système des retraites. Les actifs, si on ne les a pas parce que notre démographie est en baisse, il faut quand même qu'on ait des travailleurs étrangers. Et donc, du coup, en fait, on est en train de passer à côté, même de ce qui serait dans notre intérêt, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition, y compris pour la migration volontaire. Tout ça parce qu'on mélange tout, on laisse les hostiles tout mélanger dans un même sac et faire peur à tout le monde en laissant croire qu'on va être submergé par des gens sur des canoës. Et est-ce que c'est mal vu peut-être aujourd'hui justement de dire que cette migration, elle peut être utile au niveau économique pour la société ? Parce que comment expliquer que finalement on ose si peu en parler en disant effectivement les migrants, ils peuvent être utiles pour le pays au niveau économique aussi ? Il faut le faire, il faut absolument le dire. Après, il faut, si possible, ne pas faire que ça. Oui, tout à fait. Dans le sens où j'entends aussi, en effet, un argument qui consiste à dire attention à ne pas être uniquement dans l'utilitarisme. Parce que le problème, c'est que si on est uniquement dans l'utilitarisme, alors ça peut, y compris, affaiblir le droit d'asile. Parce qu'on pourra dire, oui, c'est vrai qu'ils sont persécutés dans leur pays, mais en même temps, franchement, ils sont tellement loin des compétences requises en France, etc., que, on ne va pas pouvoir les mettre tout de suite sur le marché du travail. Donc, il ne faut pas être que dans l'utilitarisme. Je pense que, en fait, il faut vraiment être dans un jugement sur ces questions-là qui soit le plus posé, serein possible. Je sais que c'est très complexe parce que les populismes, encore une fois, font feu de tout bois sur ces questions. Mais quand les pouvoirs publics ont la chance de pouvoir finalement gérer, être aux manettes, je pense que c'est très important d'abord d'être extrêmement pragmatique. Oui, nous avons des besoins économiques. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, celle qui l'assume le plus d'une certaine façon en Europe, c'est Mélanie. C'est ça qui est insupportable parce qu'on se dit, mais en fait, elle porte un discours qui est complètement hostile et en réalité, quand vous regardez, par 2 fois, ces 3 dernières années, je crois, elle a dû régulariser 400 000 puis 400 000 personnes. Enfin, 800 000 personnes régularisées
pour occuper un emploi en Italie. Donc, je pense que nos pouvoirs publics doivent être pragmatiques sur ces questions-là, y compris, pourquoi pas, en se servant de l'exemple de Mélanie. Regardez si même la plus hostile des hostiles est capable de régulariser, n'a d'autre choix que de régulariser. C'est bien que nous avons des besoins économiques, voilà, il faut le faire. Mais ensuite, je pense que c'est très important pour les pouvoirs publics aussi de renouer, alors je suis désolée, je vais dire un gros mot, mais avec des valeurs humanistes et de les porter haut et fier et d'en faire son plaidoyer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces valeurs humanistes soient l'apanage des ONG, des associations, que ensuite dans le débat public on va traiter de laxistes, de bisounoursistes, etc. C'est pas possible ça en fait. On parle de valeurs, on parle d'un socle de grands principes qui ont été conçus après des tragédies que notre continent européen a connues. Pourquoi les ONG, les associations seraient les seules à s'en sentir dépositaires, héritières et promotrices? Non, il revient au pouvoir public et je crois que les citoyens doivent attendre ça et réclamer ça quand même de leurs dirigeants. Il revient à ces dirigeants de s'approprier finalement ce qui est l'âme de nos peuples. Vous voyez, l'extrême droite souvent dit oui, mais l'identité française, machin, elle serait amoindrie par le métissage et tout ça. L'identité française, c'est normal, notamment par exemple, d'avoir fait la Révolution française, d'avoir combattu pour l'égalité et la dignité, c'est d'avoir eu les Lumières, le siècle des Lumières, la laïcité, puisqu'on est dans votre émission. Tiens, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les autres comme s'ils étaient un autre nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on fait des distinctions, des discriminations ou de la préférence nationale. C'est pas vrai. L'identité française, c'est d'avoir bien avant la Convention de Genève élaboré tout un socle de droit d'asile, justement. Donc, n'avoir pas attendu les textes internationaux dont on nous raconte aujourd'hui qu'ils s'imposeraient à nous malgré notre souveraineté. Non. L'identité française, elle est vraiment, au contraire, très généreuse sur ces sujets-là. Donc, je pense que les dirigeants, à nouveau, doivent être au rendez-vous pour défendre cela dans un moment où tout le monde se crispe sur ces questions. Et donc, promouvoir le droit d'asile, susciter chez nos concitoyens l'empathie nécessaire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nos concitoyens, ils n'adhéreront pas d'une certaine façon à tous ces grands principes s'ils ne voient pas que potentiellement demain, ce seront eux les demandeurs d'asile. Et je crois qu'on a besoin quand même de se projeter un petit peu. Qui ignore qu'on ne sait pas de quoi notre avenir écologique va être fait, des villes sous l'eau, des villes complètement asséchées, qui ignore que dans ces conditions, il faudra se déplacer et se déplacer avec ses enfants et se déplacer par tous les moyens possibles comme le font les exilés d'aujourd'hui. Donc on sera bien heureux demain d'avoir aussi un droit qui continue de fonctionner. Mais c'est vrai que dans votre livre, donc, il y a plusieurs parties. La dernière partie, vous évoquez vraiment la manière de reprendre le contrôle citoyen sur cette question. Alors, il y a plusieurs points, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a un des points, c'est faire vivre des récits alternatifs. Mais alors, comment on fait ça? Comment on fait vivre un autre récit sur la migration? Je pense que, comme je le disais, il revient au pouvoir public, mais aussi à tous ceux qui ont voix au chapitre, et nous en faisons tous partie, politiques, associatifs, médias. Mais vraiment, il nous revient, un peu comme sur la question écologique, vous voyez, à un moment donné, de prendre conscience que nous avons un rôle à jouer. En l'occurrence, en matière d'écologie, c'est pour préparer d'une certaine façon tout le monde à la transition écologique. Éviter de sombrer dans le pessimisme et essayer d'avoir un discours optimiste. Quoi. Oui, et éviter aussi que le scepticisme s'installe. Donc en matière d'écologie, c'est à la fois, non, en fait, on va vous expliquer ce que c'est que le changement climatique, il faut que les scientifiques prennent la parole, qu'ils soient entendus. Les médias, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, il y a une charte éthique qui a été adoptée pour que les médias, quand ils parlent d'écologie, plutôt que de dire simplement il fait de plus en plus beau, explique quand même globalement le changement climatique. C'est très important, c'est un défi majeur. Eh bien, s'agissant des migrations, je pense qu'on est face au même challenge, en quelque sorte. C'est-à-dire que partout,
nous devons veiller à répéter que la migration humaine est une normalité, et qu'elle est une normalité d'ailleurs de part et d'autre. On parle toujours des gens qui arrivent chez nous. Pourquoi ne parle-t-on pas aussi des gens qui partent de chez nous, les expatriés français ou belges d'ailleurs, et qui vont, et vous avez d'ailleurs y compris des expatriés français qui s'installent en Belgique. Tout à fait. Pour des raisons... Pas toujours pour des bonnes raisons, entre guillemets. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants, par exemple. Mais bien sûr. Mais moi, je pense par exemple à tous ces expatriés français qui vont s'installer. J'ai la chance par mes activités de ces dernières années d'avoir beaucoup voyagé. Et moi je les retrouve dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Maghreb, généralement à saisir toutes les opportunités économiques qui sont là. Et mon Dieu, à en tirer profit. Et tant mieux pour eux et à en tirer parti. Mais c'est bien. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on se dise que les gens qui viennent chez nous pour occuper un emploi sont des profiteurs, sont des assistés, des gêneurs, etc. Non, en fait, la migration, ça marche dans tous les sens. Et de la même façon, on ne peut pas être triste de devoir accueillir des étudiants étrangers, par exemple, quand nous sommes un grand pays de départ d'étudiants vers l'étranger. Et dans nos familles, nous sommes tous ravis quand un de nos enfants se retrouve à aller faire une année, voire plus, à l'étranger. On trouve que c'est une bonne chose. Donc, la migration est un fait. La seule chose que nous, Français, ou nous, Belges, ou vous, Belges, ne connaissons pas en ce moment, mais c'est très circonscrit historiquement, malheureusement, c'est de devoir prendre la route de l'exil contraint et forcé, persécuté, avec l'enfant qui tient son doudou à la main et pas grand-chose dans une valise. Mais on n'est pas à l'abri de le connaître. On l'a déjà connu par le passé. Et donc, tout ça fait partie de la normalité. Le fait que des gens n'ont d'autre choix que de quitter chez eux fait partie du monde. Et donc, ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions. Il n'y a pas à être pour ou contre. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on installe dans le débat. Et ensuite, immédiatement, vient la question de « OK, alors comment on régule tout ça pour que ça se passe bien ?» Pour que ça se passe bien, pour qui exactement ? Pour tout le monde. Parce que là, l'idée, dans ma bouche, c'est pas d'être la promotrice et la défenseuse uniquement des gens qui s'exilent. C'est d'être la défenseuse et la promotrice du bien-être de la société, de la personne qui s'en va, de la société d'accueil, naturellement, et même d'une certaine façon de la société de départ, c'est-à-dire de réfléchir l'ensemble de tout cela. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une espèce de gouvernance mondiale des migrations forcées. C'est-à-dire que certes, vous avez l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, mais qui s'occupe davantage, on va dire, des pays dans lesquels il y a des grands camps qui accueillent des réfugiés. Mais vous n'avez pas vraiment de lieu où pourraient être réfléchis posément les moments de crise dont on sait qu'ils vont aboutir à des départs massifs. Prenons un exemple pour que je me rende plus clair. Lorsque les Syriens fuient Bachar el-Assad, donc il y a une dizaine d'années de cela, d'abord, on a vu arriver ce qui se passait avec Bachar el-Assad. On a vu, l'horreur commise par ce dirigeant contre son peuple. Donc, il fallait se douter qu'à un moment donné, ça se transformerait en fil de départ. Exactement. Donc, la question, c'est à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un lieu dans lequel une réflexion est menée sur ces personnes qui quittent la Syrie, en fait, ce qu'elles préféreraient, c'est rester près de chez elles. Je sais que ça paraît surprenant dit comme ça, mais c'est la vérité. Moi, je parle souvent avec des demandeurs d'asile, évidemment, et elles préféreraient rester près de chez elles. D'ailleurs, on l'a vu avec les migrants ukrainiens, ceux qui ont quitté les Ukrainiens. Qui sont allés en Pologne. Ils sont allés en Pologne, en Allemagne, avant de venir en France ou en Belgique, évidemment. Mais tout à fait. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, en restant près de chez soi, c'est quand même une assurance de pouvoir revoir les siens ou de pleurer ses morts. A contrario, partir très 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 loin à l'autre bout du monde, non en fait. Donc en fait, si vous voulez, si on se met à la place des gens une seconde, on comprend que leur préférence, c'est plutôt de rester près de chez eux. Mais le près de chez eux, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui quitte la Syrie, la Jordanie, le Liban ? Dans quelle mesure est-ce que la communauté internationale aide ces pays à ce moment-là de crise, d'acmé comme ça ? Voilà, qu'on y mette vraiment le paquet pour créer, par exemple, on évoque dans le livre des zones franches en matière d'économie, du soutien à l'activité économique qui profite aussi bien donc aux réfugiés en question qu'à la population locale pour ne pas créer de dissensions et de concurrence entre eux, etc. Voilà comment la communauté internationale, finalement, pourrait
comme le fait la communauté internationale sur d'autres sujets. Prenez par exemple l'Organisation mondiale du commerce, elle gère l'organisation du commerce entre les États. Vous avez tout un tas de l'Organisation mondiale de la santé, même chose sur la santé. Eh bien, s'agissant des déplacés forcés, des réfugiés, je trouve qu'il nous manque cette chose-là qui gérerait les choses en disant, voilà, une crise éclate, on vous met tous autour de la table et finalement on constitue une réponse à la crise qui permette d'accueillir les exilés dans des meilleures conditions et de ne pas faire monter le populisme pour rien. Oui, parce que c'est vrai que on parle de populisme, on parle effectivement, on sait que dans les médias, parmi les politiques, on a quand même un discours très dur envers la migration et un discours effectivement qui est de plus en plus accepté. Alors il y a des exemples en France, il y a des exemples en Belgique. Alors j'ai envie de citer un exemple belge récent, c'est donc une famille étrangère qui est arrivée en Belgique. Il y a eu des décisions de justice qui ont dit qu'il fallait lui trouver un logement, mais la ministre a dit « Ah non, on ne l'héberge pas, on les laisse dehors » et elle va contre cette décision de justice. Alors les associations d'accueil, etc., on fait des cartes blanches, etc., mais il y a peu de... on voit des gens dormir dans la rue et on a l'impression que ça émeut de moins en moins, que il y a quelques années on se révoltait encore quand on voyait des enfants décédés sur les plages de la Méditerranée. Aujourd'hui, oui, des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de droit alors qu'ils y ont droit, mais en fait on ne leur donne pas de logement par exemple. Ça n'a plus l'air d'émouvoir beaucoup. Et c'est quoi ? C'est vraiment les discours politiques qui ont entraîné ça, et c'est les discours médiatiques. Comment est-ce qu'on peut réhumaniser finalement ces personnes ? Alors, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis qu'en réalité, l'exemple ukrainien est très, très utile pour répondre à tout un tas de questions. Il est utile pour répondre à la fantasmagorie autour de l'appel d'air. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, on nous explique beaucoup que non, il ne faut pas être trop gentil et accueillant et généreux avec les nouveaux venus, parce que sinon, ça va vraiment les attirer en masse. Parce que, vous comprenez, le système social français fait rêver tellement de gens, la carte vitale, etc. Et nous, association, on passe notre temps à dire, je vous assure que les gens prennent pas le risque de se noyer en mer, de traverser le désert libyen, d'être torturés pour la carte vitale, vraiment. Hein. Mais bon, on n'est pas entendu. Et donc l'exemple ukrainien était très intéressant parce que pour la première fois, on a laissé la possibilité en Europe à ces nouveaux venus-là, les Ukrainiens, grâce à un texte qui s'appelle la directive protection qui a été activé alors qu'il existait depuis des années sans l'être par les États européens. On leur a laissé la possibilité de choisir dans quel état ils voulaient arriver en Europe. Et donc, du coup, on a vu les résultats de leur choix. Et en fait, leur choix, ils n'ont pas du tout été mus par un système de protection sociale ou que sais-je. Ils ont été mus par la proximité, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la Pologne. Ils ont été mus par des affinités linguistiques et culturelles, l'Allemagne par exemple. En fait, des choses extrêmement normales. Et c'est-à-dire qu'on ferait tous pareil. En fait, si on est en train de fuir, on est désespéré, on a notre frère qui vient d'être tué, on est au bout de notre vie. Vraiment, je vous assure que vous ne pensez pas à la carte vitale, en fait. On pense juste à être à l'abri le plus tôt possible avec ses enfants. Bon, donc ça, c'est la première chose que nous a appris l'exemple ukrainien, qui devrait quand même faire un peu fermer leur caquet à tous ceux qui nous empoisonnent la réflexion avec cette histoire d'appel d'air. Deuxième chose que nous a appris l'exemple ukrainien, vous vous souvenez de l'énorme mobilisation citoyenne, de l'hébergement citoyen ? En France, en fait, une immense partie des Ukrainiens que nous avons reçus ont été hébergés chez les citoyens, pas par les pouvoirs publics. Il y a eu une espèce de prise à bras-le-corps de la situation, pas seulement par les pouvoirs publics, mais aussi par les citoyens eux-mêmes. Et pourquoi ? Moi, je pense que c'est parce que, en fait, le discours médiatique et politique qui accompagnait l'arrivée de ces Ukrainiens était tellement positif, bienveillant, accueillant, que par définition, ça déteint sur l'opinion publique, qui se sent fière, qui s'enorgueillit de bien recevoir ces personnes qui fuient chez elle, etc. Et en fait, l'empathie, d'une certaine façon, ça se construit. Les pouvoirs publics et les médias ont un énorme rôle à jouer là-dedans.
Autrefois, peut-être qu'il en allait différemment, qu'on pouvait avoir de l'empathie spontanément pour, je sais pas moi, des Vietnamiens, des Latino-Américains, des Chiliens, etc. Vous savez, je fais allusion à toutes ces vagues qu'on a accueillies de réfugiés. Peut-être qu'on pouvait avoir spontanément comme ça, intellectuellement, de l'empathie. Mais on est entré aujourd'hui dans une ère nouvelle, dans un monde nouveau, caractérisé notamment par la place prise par les écrans, où vous savez bien que notre sens de l'empathie recule parce qu'on voit trop de choses. Et ce, dès le plus jeune âge. On voit trop de drames, trop de tragédies. Le petit Aylan, en effet, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, échoué sur une plage il y a quelques années, nous a émus aux larmes. Mais ensuite, il y a eu plein de petits Aylan, je vous assure, du même âge, qui se sont échoués de la même façon dans les années qui ont suivi. Et ça n'a pas suscité une ligne. Et donc, en fait, notre capacité d'empathie recule. Ça, c'est absolument évident et c'est documenté parce qu'on n'arrive plus à hiérarchiser les choses. On ne hiérarchise plus l'information, les contenus, on les oublie, notre capacité d'attention s'érode, encore une fois, les écrans. Bon. Et donc, dans ce contexte-là, pour que notre empathie revienne, il faut un gros tintamarre. Et ce tintamarre, il ne peut venir que des pouvoirs publics et des médias. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec tant d'hébergeurs citoyens parmi les Français. Il ne faut pas croire qu'on n'ait pas de solidarité, de sentiment de solidarité néanmoins dans toute une partie de la population, y compris à l'égard des demandeurs d'asile syriens ou éthiopiens. Ça existe. Oui, la solidarité existe. Absolument, ça existe. Mais comme, à contrario, le discours dominant politiquement parlant va être toujours sur le mode de la suspicion, est-ce que c'est des vrais réfugiés, puis est-ce que c'est pas des terroristes en puissance, etc. Eh bien, les citoyens solidaires de ces populations-là, soit ne vont pas le raconter, parce qu'en fait, il y a presque une silenciation de leur solidarité, soit se méfier à leur tour et finalement mettre fin à cette générosité ou à cet altruisme. Donc, en fait, vraiment, le rôle des pouvoirs publics et des médias est fondamental en la matière. Alors, j'ai une dernière question, je ne l'avais pas évoquée d'entrée, mais si on se trouve à l'Hôtel de Ville de Bruxelles aujourd'hui, c'est parce que vous êtes cette année la présidente du prix international Henri Lafontaine pour l'humanisme, prix qui va être remis d'ici quelques minutes au Centre de droit international de l'ULB. Est-ce que c'est aussi l'occasion de rappeler que dans un contexte international tourmenté, on le sait aujourd'hui, le droit international, il doit rester une balise forte, que ce soit en termes de migration ou en termes de droits humains de façon générale? Alors, le droit international, si vous voulez, c'est quand même finalement ce qui nous ramène toujours à notre capacité à cohabiter ensemble sur cette même planète. Et encore, nous l'avons beaucoup développé s'agissant de certains aspects. J'évoquais le commerce, etc. tout à l'heure. Moins s'agissant d'autres, l'environnement, ça mérite toujours d'être accru au-delà des COP 21. Je trouve que quand même, on ne va pas assez vite pour nous donner justement ce socle commun, ce multilatéralisme, cette capacité à être dans la coopération plutôt que dans la concurrence, dont on voit les dégâts encore aujourd'hui, tous les jours. Rappelez-vous, quand le Covid a éclaté, les premiers instincts des États, ça a quand même été d'être dans la non-coopération, à se voler des masques sur le tarmac des aéroports. Vous vous rappelez de ça? Les États-Unis à sortir de l'OMS à ce moment-là. Enfin bref, l'instinct primaire, quand même. Une espèce d'instinct de survie, de se refermer sur soi-même. Absolument, c'est de penser qu'on va être gagnant dans un système non coopératif, alors que c'est évidemment faux, et notamment face aux grands enjeux globaux qui se contrefichent des frontières. C'est bien sûr la coopération qu'il nous faut. Donc le droit international, pour moi, c'est ça, c'est la civilisation finalement du monde, un processus qui est toujours en cours, qu'il faut toujours améliorer. C'est ce qui fait qu'on est en capacité, enfin en tout cas certains d'entre nous, pas tous, mais y compris dans des conflits très compliqués, comme ce qui se passe malheureusement à Gaza par exemple, de dire en fait non, voilà comment le droit international qualifie les choses, et de sortir du simple clash, buzz, et aussi polarisation. Peut-être de la simple émotion, c'est qu'à un moment, effectivement, au-delà de l'émotion qui peut être très forte, il y a des règles. Il y a des règles, voilà, il y a exactement. le droit qui existe. Et il y a quelque chose de rassurant
à se savoir entouré de règles, de normes, de contraintes, de choses qui s'imposent à tous et que ce ne soit pas simplement la loi du plus fort. Le problème, c'est qu'on est en train de traverser une période folle avec un président américain qui donne le là tout de même et qui en plus le donne avec une espèce de... comment dire, il s'enorgueillit quasiment de sa violence, de sa brutalité, de la bêtise et de tout ce qui va avec. Et donc tout ça paraît tellement antinomique avec le droit international et l'idée de normes, mais je pense que c'est le moment ou jamais, au contraire, de résister, de continuer. C'est pour ça que je suis très heureuse de présider ce jury et ce prix Henri Lafontaine, parce que ça fait partie des grandes personnalités comme Léon Bourgeois, par exemple, chez nous en France, qui ont pensé finalement le pacifisme, le solidarisme, l'idée qu'à l'échelle du monde, il y avait une organisation entre nations qui était possible et qui garantirait plus de bien-être collectif. Et je sais qu'en ce moment, c'est pas simple d'être pacifiste, mais il faut continuer à l'être. Oui, et le multilatéralisme, et vous le parliez, hein, cette idée effectivement que ça peut aussi exister en termes de migration. Il y a des choses qui seraient possibles, qu'on pourrait organiser certaines choses. Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit avec l'économiste Benjamin Michelet, Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, aux éditions Stock. Et je rappelle aussi que vous êtes présidente de l'association France Terre d'Asile. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une très belle soirée à tous.